Bien, bonjour à tous. Nous sommes déjà vendredi. Vendredi, c'est le combien? C'est le 22. Non, c'est pas le 22. C'est le combien aujourd'hui? On est le 3 février. On est le 3 février 2023 et nous sommes en plein carnaval. Aujourd'hui, on va recevoir beaucoup de gens, comme d'habitude. Jacques Davila et Ismaël Oguenay sont déjà là. Bonjour. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Marilène Ferdi, plus tard pour la chronique ICC News, sera là dans un instant. Elle va recevoir Manik Siaotiteka. C'est une éditrice de livres audio. C'est-à-dire pour les gens qui ne peuvent pas lire, on peut écouter les livres. On va recevoir aussi Elie Chitalou, président de l'association culturelle, nouveau président de l'association culturelle guadeloupéenne des Amis de l'Inde. Il sera avec nous. Et on va terminer avec Philippe Cholette, le gérant de Café Cholette. Mais avant, on va commencer par un haut sujet, puisque vous avez dû le savoir, il y a un Français d'origine espagnole, Paco Rabanne, qui est décédé aujourd'hui. Il avait, je crois, 88 ans. Mais pourquoi on parle de Paco Rabanne aujourd'hui? C'est parce que Paco Rabanne, dans les années 78, il avait produit un disque guadeloupéen, oui, avec Daniel Lozio et Marcel Magna. Daniel Lozio est avec nous en direct au téléphone. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment ça s'est passé à l'époque, en 78, avec Paco Rabanne, pour qu'il fasse un disque pour Guadeloupéen? Il faut savoir que Paco Rabanne a été l'un des premiers couturiers déjà à pouvoir permettre à des Guadeloupéens, des Noirs, de défiler déjà. Oui. Et je travaillais avec lui à l'atelier, puisque vous savez qu'il faisait des vêtements avec des bonnes parties en métal, en bois ou en plastique. Oui. Et je travaillais avec la pince, pour couturier, avec pince pour pouvoir faire ces vêtements. Et comme il savait que j'avais un groupe, il m'a demandé donc si on pouvait composer déjà une musique pour ces défilés. Donc on a commencé par composer des musiques pour les défilés de mode. Et après, par la suite, on a été présenté à Eddie Barclay. Eddie Barclay qui a donc produit deux disques du groupe Toom Black. Oui. Et donc, ce disque de Toom Black a été fait avec Marcel Magna aussi. Alors, mais à l'époque, en France, le monde battait guerre qu'à jouer gros cas à un moment-là, ça. À un moment-là, ça, d'ailleurs, nous pas même dit qu'à jouer gros cas, nous étions un groupe de percussion guadeloupéen. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que l'on a commencé à tourner, parce qu'en Guadeloupe, il ne pas quand même parler de Toom Black. Oui. Mais nous jouions pratiquement dans le monde entier avec Toom Black. Et jusqu'à réussir à faire première partie à Bob Marley, oui. À Orange, au pavillon de Pantin. Tout à fait. Alors, qui Jean de Bougandé, qui Jean de Boug, c'était Paco Rabanne? Quel homme il était? Eh bien, c'était le bouc humain. Moi, toujours quand j'ai regardé le verre à moitié plein. Oui. Le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il a toujours essayé d'aider les gens qui n'ont pas ni les moyens à ni les moyens. Pourquoi? Oui. C'est parce que pour ça que les gens qui fait études, parce que Paco Rabanne fait études d'architecture. Oui, c'est vrai. Les gens qui fait études, maman était au 6e stage, vous savez, dans les sous-potes espagnols, les réfugiés après Franco et toute la bande. Et maman était fait un de ménage pour payer études. Et il dit, maman, si vous voyez ici, il se fait maman vivre la vie de château. Et effectivement, le voyage ici, il a commencé à marcher les parfums, les vêtements. Il achète un château pour maman, il peut vivre un château là après bien vivre en balai sous pote. Et comme ils savent que les bidets l'arrêt, les gens qui ne pas tenir les moyens, les qui tenir les moyens, ils permettent au monde de faire l'obité de monter entreprise, de faire musique, de faire défilés de mode. Ils te montent en centre pour l'eau entière pour tenir en salle pour répéter ça. C'est vrai, d'enfant. Oui. Et ils montent en salle pour te permettre au monde d'exprimer et faire musique. Alors, on dernier, Daniel Lozio, est-ce que vous quoi songer ou est-ce que vous savez que Paco Rabanne est venu en Guadeloupe à l'occasion du Festag? Paco Rabanne, la première fois Paco Rabanne vient en Guadeloupe, en 1920, puisque c'était à Casamance, moi, Paco Rabanne passé 15 jours là, nous préparons collection. Nous, c'était vacances d'été aux autres. La casa, la maternité. Bien. Ben, nous allons dire merci, Daniel, pour petit focus là, ça. Nous allons écouter un petit extrait à la musique là, Toom Black, et nous allons parler avec des problèmes qui autre chose qui ça, qui c'est pas mal. Merci. Un petit extrait de Toom Black, c'était le disque qui est sorti en 1978. Nous tous qui l'a déjà fait quand même. Hein. Mais c'est des alternants, on n'a pas été fait. On écoute ça.
Toumblac, 78, Paco Rabanne, Daniel Lozio et Marcel Magna. C'était un petit frisé, c'est ça, puisque M. est mort, et puis il faut quand même te rappeler, les gens font des bons bulletins, il faut songer les bons bulletins qu'ils ont fait. Messieurs, vous avez la parole. Oui, eh bien aujourd'hui, nous allons vous parler de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et particulièrement d'une situation où vous êtes victime par votre faute à vous-même, qui n'allez pas conforter les associations, celles les plus dynamiques, où l'on se bat pour les usagers. Car vous devez savoir que les gens qui sont membres de la commission de surveillance font ce qu'ils veulent pour se battre au sein de la commission pour qu'elle soit la plus dynamique possible, en dépit de tous les problèmes qu'elles ont en interne avec les élus et les agents, mais aussi avec l'État qui, avec ses assistants techniques, font tout ce qu'il faut pour qu'on ne mette pas le nez dans les affaires. Mais vous devez venir dans vos associations pour préparer les assemblées générales, pour demander des comptes aux gens. Qu'est-ce que l'on fait dans la commission de surveillance? Qu'est-ce qu'on a fait? Quels sont les résultats? Et j'en veux pour preuve, Ismar va aborder le sujet que je vais confronter avec lui. Quand nous travaillons, vous le savez, la main dans la main. C'est le règlement de service qui est le véritable contrat qui vous lie et va vous parler de l'escroquerie que les agents et les gens du SMJG, avec des complicités actives et passives qui relèvent de l'absence de ceux qui ont la charge des contrôles régaliens, c'est-à-dire l'État, le contrôle de légalité, la police de l'eau, des gens qui n'ont pas fait leur travail. Et quant aux assistants techniques, on se demande à quoi ils servent, dans la mesure qu'on aurait dit que ces gens ne savent pas qu'il y a une commission de clauses abusives. Les règlements de service sont à l'encontre des droits et obligations des usagers, alors qu'eux, ils ont fait des clauses abusives et ils exigent des usagers qu'ils appliquent les yeux fermés, comme si nous allons continuer éternellement à être des cochons de payeurs et des vaches à lait. C'est inadmissible. Tout à fait. Il va vous expliquer ça. Tout à fait. Alors, en portant un règlement, il faut tout le monde ni ça. Règlement des services à syndicat là. Qu'on aurait déjà dû leur avoir fourni. Tout le monde, il faut son obligation. Est-ce que mon Yanni? Non, ils l'ont mis sur le site. C'est illégal. La loi fait obligation à la première facture qu'ils auraient dû émettre à partir du 1er septembre 2022 d'envoyer le règlement intérieur pour avis, et ils n'ont pas tenu compte des avis et ne l'ont jamais envoyé. Ils croient que les ayant mis sur le site, que ça suffit. Mais quand les usagers vont commencer à faire des actions de groupe, ils verront, on va embouteiller le tribunal administratif et le tribunal pénal. Alors, en tout cas, dit que ça sont, on a dit, allez, écoutez, l'abonnement. Premier point à l'abonnement. L'abonnement est constitué du présent règlement et des conditions particulières. Mais pour abonner, il faut le règlement là. Ouais. Et il a dit comme ça, le règlement de la première facture confirme l'acceptation des conditions particulières et vaut accuser de réception du règlement. Alors, avant de l'avoir arrêté, mais si vous payez une facture, ou pas ni, mais il faut accuser de réception. Donc, il peut dire, après nous avons payé la facture là, il peut dire, mais bon, ou va faire accuser de réception à règlement là. Vous comprenez? Oui, c'est un excès de pouvoir, c'est un abus de confiance, c'est du pénal. Ça, c'est excessivement grave. Hein. Vous n'avez pas le règlement là, mais il a dit que comment payer la première facture là, ou valider le règlement là, et ou pas ni. Et c'est très important. Alors, on peut dire Henri, c'est, il dit, l'article 2 AIO, chapitre 1 là, les engagements de l'exploit. Normalement, dans la loi, il y a les obligations. Ce sont les obligations. Alors, en quelle fait comparaison et Eau de Paris? C'est pour le cas dire. Excusez-moi, Eau de Paris est considéré comme étant l'exemple parfait de la relation avec l'usager. C'est d'une clarté. Les usagers sont même au conseil d'administration avec voix délibérative. Alors, il y a dit, il prend 4 engagements seulement. C'est terrible ça. Hein? 4 engagements vis-à-vis des usagers. Premier engagement là, assurer un contrôle régulier de l'eau. Mais quand ça veut dire assurer, ça t'a pas dit où? Et assurer un contrôle, ou bien contrôler, au départ, il a dit, il a fourni l'eau, etc. Alors, il a pris la grandeur, fournir à tout abonné une eau présentant constamment les qualités requises de la réglementation en vigueur. Il va contrôler. Il a prendre l'engagement des barons de l'eau qui nie toutes les qualités que la santé a demandé. De manière permanente. En permanente. Alors, ensuite,
tout encore 20 euros. Offrir une assistance technique 24 heures, ça il parlait ça, il peut rien faire ça. Étudier et réaliser rapidement l'installation de nouveaux branchements. Mais il y a un bouc là qui m'a dit 2018 et puis il vient derrière, M. Moran, il a écrit lettre, etc. Il a payé un branchement, le SMJ n'a pas qu'à faire. Donc nous rentrons en bientôt en délégation. Il dit assurer et réaliser rapidement. Et ce n'est pas le seul. Il y a plein de citoyens qui se plaignent de ceci dans le transfert. Quand vous acceptez un transfert, vous acceptez un héritage avec les avantages et les inconvénients. Alors, il est certain que l'ancien ordonnateur a eu la recette financière correspondant au devis qui a été émis, mais c'est à vous de faire le travail, même si vous ne percevez pas l'argent, la partie fiduciaire, dans la mesure où la loi prévoit, mesdames, messieurs, je le rappelle, la création du SMO, que les actifs sont transférés pour 1 euro symbolique et les passifs sont à la charge des communautés d'agglomération qui sont membres de droit du conseil d'administration. Absolument. Alors, dernier engagement là, parce qu'il ne faut pas voir loin, mettre au service rapidement votre alimentation d'eau lorsque vous emménagez. Donc, ici, c'est emménager comme ça, il y a construire ça. Quand ça va au fin de fête, mais il besoin de l'eau, comprenons. Quand ça va au fin de fête, pour faire chantier là, pour faire etc. Donc, alors, mais sinon, il est grave là. Il paraît ces lois-là. À aucun moment, c'est M. Pardi qui a assuré la continuité de service. Autre part, il a dit, premier bitin, il a dit, assurer la continuité du service public de l'eau. Quand ça veut dire assurer la continuité du service, c'est quoi? Si vous voyez un problème, il y a de l'eau. Mais il y a dans la loi du 29 avril 2021. Ça marque où? Ben oui. Et normalement, il faut y trouver dans ça. Assurer la continuité. Si M. pas prend pour engagement, vis-à-vis des usagers, en fait. Ou quoi dire, ou quoi assurer le contrôle régulier de l'eau là? Non, pourquoi pas ça nous brise? La loi qui a fait l'obligation de faire mon de l'eau de qualité, l'eau potable, qui a été prêt, en toute sécurité. C'est ça qui l'engage. De manière permanente. Après qu'on a les gens de la demain, etc. Périvoire à de l'eau, qu'il y a un problème, ou qu'à porter manœuvre, ou qu'à arrêter, mais ou qu'à de l'eau. Puisque comme on peut assurer continuer à service là, la continuité est son service public. Donc, ça a choqué moi, comment c'est monsieur qui a comporté. Alors, nous avons vu loin, toujours dans ça, il a dit, pour exemple, on s'en son torchon. Ça va dire qu'on va aller. Alors, entre ça, il a dit la réalité. Si on regarde comme ça, les réclamations, parce que moi, toute la journée, c'est ça qui a fait réclamation. Ça, c'est vrai. En cas de réclamation, mais vous pouvez imaginer... Nous perdons même du temps à ne faire que ça. Mais c'est important parce qu'il faut contester, il faut réclamer. En cas de réclamation, l'abonné peut contacter le service abonné de l'exploitant par écrit. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous allez voter pour réponse. Mais il ne va pas jamais répondre. C'est ça, il ne va pas jamais répondre. Oh, c'est une obligation de répondre. Ouais. Au départ, il a dit, il a pris l'engagement de répondre à toute réclamation. Toute réclamation, il a pris l'engagement de répondre. Et il répondre à ils sont bien faciles. Par exemple, on nous dit côté, nous, il a répondre. Oui, il a répondre. Leur écrit, il a répondre. Ah oui. Il y a dit d'autres défauts, il a coupé de loi, ça qui est très grave. Mais leur écrit, il va répondre. Il y aura déposé compteur, ce qui est interdit. Ils sont condamnés par les tribunaux. Ah, ça c'est grave. Bon, alors, écoutez ça, vidéo là. Donc, il y a dit, alors, si vous n'avez pas obtenu une réponse, alors, si la réponse, alors, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse apportée par le service, ou si vous n'avez pas obtenu de réponse, vous comprenez? Il y a ça, pourquoi il va mettre ça? Normalement, il y a dans l'obligation de répondre. Il faut dire, si vous n'êtes pas satisfait, mais si vous n'avez pas obtenu de réponse, donc c'est un couillonnade. Dans ce mois, vous pouvez saisir le pôle de réclamation. Et si vous n'êtes pas satisfait de la réponse apportée du pôle de réclamation, et si vous n'avez pas reçu de réponse, alors vous disposez la possibilité de recourir devant la médiation de litige de consommation. Alors, quelle arnaque? Quelle arnaque? Ou que pendant 2 ans, 3 ans, nous n'avons pas curiosité de faire ça. Jusqu'à présent, il y a une médiation. Et alors, admettez couper de l'eau, ou quand il saisit médiateur, là, mais il y a un mort, pas de l'eau. Comment c'est, messieurs? Est-ce qu'on commence à un couillonnade ça? Dans ça déjà, il y a un contrat de la loi. Alors, c'est assez grave en Cameroun. Par exemple, si monsieur a dit, par exemple, un côté, comme il dit, au cas résilier, eh bien oui, au cas résilier, eh bien, quoi dire, l'exploitant se réserve le droit de demander un relevé bancaire pour traiter la demande de résiliation. Pourquoi?
Ou quoi résilier? Non. Ou quoi une démarche? Si quoi doué une démarche qu'on fait, ou pas ni pour si Jacques mais ça, ou pas ni pour obligation des bas on relève d'identité bancaire. C'est des excès de pouvoir. Et ce qu'il y a de grave, c'est que ce règlement a été validé par un comité syndical où je ne crains que quand les usagers vont se regrouper pour les actions de groupe, les maires qui sont membres des communautés d'agglo, qui sont membres de droit du SMGAG ne soient poursuivis en responsabilité pénale pour une raison toute simple, c'est que l'article 172-3 du Code de la sécurité intérieure fait obligation aux maires de subroger l'organisme qui fournit l'eau. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ignoraient, que le président ne leur a pas dit ou que les agents ne leur ont pas dit. C'est même bitin, même bagaille. Donc, on ne peut pas continuer à reproduire les mêmes errements en les amplifiant, en les additionnant, parce qu'on a regroupé les 5 régies de la Guadeloupe pour en faire une seule. Donc, les arithméticiens savent que nous avons fait une sommation et on a aggravé les problèmes parce que ces beaux garçons ont porté manœuvre, ils sont là pour les boilettes, ils ne sont pas là pour compter bœuf. Alors que nous, usagers, nous demandons du service. Nous sommes Guadeloupéens comme eux parce que moins de HEP, ils ont dit que c'est Guadeloupéens. Mais nous aussi, nous sommes des Guadeloupéens. Il faut être sérieux, il faut être conséquent. Ça ne peut pas continuer cette histoire. Il faut que vous venez nous aider à faire plus, mieux et davantage pour faire respecter vos droits. Il faut que vous sachiez ce qui se passe dans la commission de surveillance. Il faut que vous sachiez ce qui se passe dans les associations, qu'elles soient membres de la commission de surveillance ou non, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas membres de la commission de surveillance et qui mènent des actions sur le terrain pour l'amélioration du service public de l'eau, de l'assainissement, des eaux pluviales et des eaux d'incendie qui sont un fléau. Et je ne parle même pas des règlements de service qui manquent, parce qu'il manque plein de règlements de service. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous sachiez que vos fosses septiques, c'est des puisards. Un puisard, c'est un trou où on jette des eaux usées. Et je suis poli quand j'emploie le terme eau usée, qui est le terme scientifique. Bien sûr. Eh bien, ça veut dire que vous jetez de la pollution qui n'est pas épurée. Les stations d'épuration ne sont pas conformes. 12 sur 17 rejettent des eaux non conformes, on pollue l'environnement. Et certains élus viennent nous donner des leçons d'environnement, alors on ne les voit jamais aux réunions dont elles sont membres de droit. Il y a quelque chose qui cloche, ça ne peut pas durer. Il faut que vous nous venez nous aider à faire le ménage. Nous ne sommes pas vos hommes de peine, nous n'allons pas faire le ménage pour vous, nous ferons le ménage ensemble. Alors, sinon, je vais ajouter encore, parce que c'est pas un pas pour engagement. Nous, un engagement qui est essentiel, c'est que nous avons de l'eau en pression minimale. Ah oui. Par exemple, engagé, il y a une pression à 2 bars pour un réseau là. 2 bars ou 5. C'est pas mettre ça du tout. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau, il arrive. Mais si on est à l'eau, ne peut pas monter là. Ouais. Ou bien, sur quoi c'est sûr, nous pas de l'eau. Parce qu'on connaît Madame Abemaro, il faut acheter un surpresseur. Il a payé un surpresseur. C'est pas normal. C'est pas normal que, vous comprenez, il n'y a pas à deux règlements là, et son obligation est de l'eau en pression. Sinon, après tout dire que de l'eau, il faut pas de qualité, il faut pas de l'eau en permanence, il faut pas son pression, il peut utiliser, il peut faire machine à laver. Ici, il y a 4 étages. Vous comprenez là. Donc, il n'y a rien qui est sérieux à un règlement là, ça pas bon ça. Faut nous faveur. Et donc ça veut dire que ouais, mais ça est tout à fait anormal, hein, parce que le règlement là normalement, usagers là et les actions d'usagers ni à mot a dit ça. Ils ne peuvent pas accepter le règlement là. Oui, c'est pour ça qu'ils n'ont pas, la commission de surveillance ne s'est pas prononcée, parce qu'ils ont fait le règlement de service public bien avant. Et ils l'ont mis sur leur site, croyant que cela suffisait, alors qu'ils savent très bien, particulièrement le responsable de ce service, qui, je confirme aux agents, qu'il risque d'être poursuivi pénalement individuellement, même si le SMGAG prend en charge leur défense, mais au pénal, ça ne rigole pas, parce que non seulement l'ordonnateur est condamné, mais l'agent responsable sera condamné. Ça ne peut pas durer, les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi. Les usagers ne sont pas vos vaches à lait ou les moutons que l'on tond à demande et à besoin. Ce ne sont pas des cochons de payeurs, il faut arrêter cela. Quand vous voyez ce tissu d'ineptie, de contre-vérité, d'abus de pouvoir et d'excès de pouvoir, c'est anormal. Si nous sommes Guadeloupéens dans l'équipotentialité. Équipotentialité veut dire en créole égal piètre, égal mordant. Nous avons des droits, nous avons des devoirs, mais vous avez des devoirs, respectez-les. Alors, en tout cas, vous m'avez dit que nous avons une conseil d'administration.
Et c'est mon là qui dit, ouais, mais il faut nous mettre en place un programme de formation pour nous connaître, tout le monde connaît droit, etc. Alors, quand Dieu me dit, premier butin, il faut unir le règlement là, il faut maîtriser le règlement là, et envoyer le règlement là par tout le monde. Mais si vous comptez sur ça, pour connaître droit ou des problèmes, donc, il faut connaître ça là, pour voir toute faiblesse. Il faut connaître la loi là, 29 avril 2021, qui crée, qui a des obligations. Hein, ah ouais, clair. Alors, tu as dit, ouais, mais en cas de problème à de l'eau, il faut pas mon de l'eau. Dans la loi là, il est écrit. Peu importe, mais nous travaillons droit, ça malheureux, nous travaillons droit. Et obligation à ces messieurs et droit nous les usagers, devoir nous les usagers, nous sommes obligés de prendre Haut de Paris. Règlement Haut de Paris, parce que c'est des règlements. Non, mais si vous voulez, c'est un règlement qui est basé, c'est ça la loi qui a dit, oui, fondé sur la loi, parce que tu n'as pas quelle loi, hein, ni la directive de 2000 de la communauté européenne, qui a mis en place une série d'habitants. Et les nations ne peuvent pas sortir à Daï. Directive cadre 2000, là, il a balisé tout le bilan là. Et toutes les lois, la France qui prend, les lois pour l'eau, etc., il fait, il a amélioré le bilan là. Et toutes ces lois-là, ils ont en faveur à les usagers. Parce que si nous, dans la directive cadre là, quoi, oui, il faut petit pied de là, mais un prix qui est socialement abordable. Qui prix là tellement on peut pas vendre l'eau là, d'accord, mais il faut mon la payer de l'eau là. Faut pas comprendre, faut pas comprendre que nous mettons de l'eau au prix comme ça. Donc on peut penser que c'est très important pour nous comprendre que faut exiger quand même, parce que c'est droit. Faut tout le monde, mais faut exiger. Et Jacques Radio Bitin, la commission de clause abusive qui a précisé que non, ça n'est pas suffisant de mettre ici le site. Faut mon nani, vous pouvez voir par mail bail. La première facture. Faut parce que là il paye facture là, quand il a dit au malin, là il paye facture là, on va valider, on pas ni. On va valider. C'est un abus de confiance. Mais il a dit il y a des règlements là. Donc, comme le règlement là fait opposable en fait c'est uni. Et si juste, si bon, parce qu'il n'est pas bon, il n'est pas. Non, il n'est pas à jour. Il n'est pas en dehors de la loi, il n'est pas respecté la loi. Ils sont du désordre. Ça honteux pour nous, des Guadeloupéens, de produire un lobby comme ça. Alors. Excuse-moi, mais ce qu'il y a de honteux, c'est que le contrôle de légalité aurait dû se prononcer, on aurait dû s'auto-saisir. Il y a un service de la police de loi là-dedans, il aurait dû s'auto-servir sur ce manquement administratif parce que c'est une non-conformité. Et je me demande même si le parquet général n'a pas dû s'auto-saisir de cette affaire parce que c'est un manquement global à la sécurité parce que aucune sécurité de conformité n'est assurée. Je rappelle aux uns aux autres que l'Europe a fait voter par le Parlement français l'acceptation de la nouvelle norme de potabilité applicable sur le territoire français au 1er janvier 2023 et que l'eau au 31 décembre n'était déjà pas conforme aux normes nationales. Alors que dire si l'eau à la Guadeloupe est le manque de conformité? Et je suis poli. Bien, en cas de cette information, rencontré M. Francisque avant hier, je vois départ après là. Et dis-moi pour qu'il après invité. Alors, on TV ça. C'est avec plaisir. Monsieur Francis, le maire de Trois-Rivières, président du SMGAG, je vous fais l'invitation publique en accord avec monsieur Zandronis de l'émission ZCL et de mon collègue et ami partenaire Ismar Oguenin. Nous sommes à votre entière disposition. Nous nous adapterons et nous ferons une émission longue, sans affrontement. Nous vous parlerons de manière paisible et respectueuse, escalité, mais nous mettrons les points sur les i et les barres sur les t. Bien, merci messieurs. À très bientôt. On revient rapidement à l'actualité, semaine de l'apprentissage avec Charlie Dagonia. C'est parti et on se retrouve tout à l'heure après la pause pour la deuxième partie du ZCL. C'est parti. On rend visite aujourd'hui à l'entreprise, donc forcément les jeunes sont là, mais en fait c'est le maître d'apprentissage aujourd'hui qu'on voulait mettre en avant. Ceux qui embauchent justement les apprentis, ceux qui nous permettent de pérenniser les métiers, ceux qui sont là pour transmettre et pour que les métiers puissent perdurer. Parce que vous savez qu'on a beaucoup de difficultés à recruter aujourd'hui des maîtres d'apprentissage parce que déjà, tous les jeunes ne sont pas forcément intéressés par l'apprentissage. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire aux artisans et reconnaître ceux qui sont déjà en charge, qui sont en charge des apprentis, que nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour écouter leurs difficultés. Parce que c'est vrai que les choses ne se passent pas forcément sans problème.
Donc nous sommes là pour accompagner les maîtres d'apprentissage aujourd'hui. L'apprentissage, c'est un beau métier. Nous savons que c'est le métier d'avenir. Donc que les jeunes qui n'apprécient pas la scolarité classique se retrouvent en formation. Donc ils alternent l'école et la formation. Alors ici, on apprend la menuiserie, on apprend à faire des meubles, à monter des meubles, à faire des débits, à pratiquement tout faire, des cuisines, des dressings, etc. J'ai choisi le métier de menuisier, parce que en fait j'aime le bois, la matière du bois, et j'aime travailler. Je suis très manuelle. Et en fait pendant le confinement, fallait s'occuper et j'avais envie de bricoler des choses, et ce qui m'a amené à pourquoi je ferais pas un apprentissage pour en faire mon métier. Les deux que j'ai, je touche du bois. Ça va, c'est le lapsus. Donc ça va, ils sont réceptifs, ils sont entreprenants, ils sont volontaires. Donc sur ces deux-là, franchement, je n'ai rien à dire. Donc, je suis satisfait d'eux. La valorisation pour eux, c'est d'avoir un salaire. C'est ce qui les motive en premier lieu. Et ensuite, le savoir-faire du métier qu'ils auront choisi. Si vous avez un but dans la vie, allez-y. Ne laissez pas les gens vous dire que c'est pas possible, que c'est pas pour toi, que c'est trop dur. Ou même pour les filles, que c'est pour les hommes, que ceci, t'es trop petite. N'écoutez pas les gens et allez-y. Oui, aujourd'hui, je suis très motivé et j'espère aller très, 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 très loin. Parce que ce métier-là, il a un bel avenir. Pratiquement tout est fait en bois. Les gens aiment beaucoup, ils aiment qu'avec toutes les couleurs, mais avec du strat, on peut tout faire. Voilà, bien la menuiserie va continuer dans notre pays, puisque nous des jeunes comme ça, car on prend le relais. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. Plateau du ZCL News, Madame Ferdi Ridjo est arrivée. Alors c'est Bonjour. Madame Ferdi, monsieur Landreau. Ah, Madame Ferdi. Vous dites tout le temps Madame Ferdi, ou soit vous dites deux temps, mais il faudra faire un choix. Bon, Madame Ferdi. Merci. Ridjo. Et Ferdi. donc, elle reçoit aujourd'hui, pour la première fois, Manik Sia Titeka. C'est bien cela. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, elle va l'expliquer, faites quelque chose d'extraordinaire. J'essaye en tout cas. Ah, on vous l'a déjà dit. Allez-y. Alors que la chronique, elle est lancée, puisque comme on n'a pas eu le générique va venir, oui, le générique arrive. Ah non, mais bon, je sais pas. Non, le générique arrive, on fait... La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Voilà, c'est à vous. Donc, on reçoit aujourd'hui une dame, donc Madame... alors, elle s'appelle Manik Sia Titeka et certaines la connaissent plutôt sous son pseudo de Manik Puppings. Elle va nous expliquer d'où vient ce pseudo tout à l'heure. Et donc, alors moi, j'ai choisi de l'inviter à ma chronique parce que elle représente ce qu'on appelle les métiers d'avenir dans le milieu de l'audiovisuel. Alors, il faut savoir que dans toutes les filières, on se pose la question, donc, quels vont être les métiers d'avenir pour nos enfants? Et l'essentiel des métiers d'avenir, on les trouve à présent dans le numérique. Et donc, le métier, monsieur Zandronis, oui, qu'exerce madame Sia Titeka, est à mi-chemin entre la culture et le digital. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être? À mi-chemin entre la culture et le digital? Toujours pas. Je suis perdu dans le sentier. Vous êtes perdu, d'accord. Alors, je vais vous remettre sur le sentier parce que je sens que c'est vendredi, ça va prendre du temps. Imaginons, donc elle est encore à mi-chemin. On reste toujours dans le digital. Toujours à mi-chemin. Et la littérature. On est toujours à mi-chemin, à la croisée de la littérature et du digital. Ça vous dit toujours rien? Non, ça me Pourtant, vous semblez beaucoup vous intéresser au digital et au métier d'avenir. Je suis très surprise. Elle est à mi-chemin entre le livre. Elle est à mi-chemin entre le livre et le digital. Toujours rien. Toujours rien. L'audiobook, vous avez déjà entendu parler? Book en anglais, ça veut dire le livre. Bon, allez. Donc, je sens que ce n'est pas la peine. Donc, on est en train Je suis perdu. Non, mais vous n'avez pas envie de faire d'efforts aujourd'hui. Je crois que les téléspectateurs l'ont bien compris. Oui. Et donc, on va expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est qu'un audiobook. Puisque Mme Sia Titeka a créé une entreprise, un concept de livre audio.
Alors, il faut savoir que les livres audio ont toujours existé depuis à l'époque des cassettes, pour ceux qui s'en souviennent. Des cassettes. Sauf des cassettes. Non, non, mais non, on ne va pas insister, on continue. Et donc, à présent, nous sommes passés des cassettes au numérique. On n'est plus dans les... Voilà, on est passé au numérique. Les cassettes. Non, non, mais on continue. Je sais que c'est aujourd'hui votre dit. Je sais que vous êtes un peu fatigué. Je ne vais pas trop vous solliciter. Non, mais... on continue, on continue. Donc, oui. Elle s'inscrit plus. Donc, elle fait des livres audio, mais cette fois-ci, c'est en numérique. Alors, comment ça marche? On va, imaginons, cas pratique. Madame Siartiteka, ici présente, décide donc à monter sa structure. Moi, j'écris un livre. Ah Elle bon, vient me voir. Moi, alors, je vous donne un cas pratique. C'est un exercice. En train d'écrire un livre. Oh là, je sens que ça va être dur, cette chronique aujourd'hui. Je sens que ça va être difficile. Et donc, imaginons, elle arrive et elle me dit, elle est intéressée par mon livre. Elle me demande l'autorisation de mettre mon livre en audio. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, ben tiens, j'étais sur le plateau de M. Zandrounis, sa voix me semble intéressante, je vais lui demander de pouvoir faire la lecture de ce livre, enregistrer sa voix. Parce qu'il faut savoir que dans l'audiobook, on a deux possibilités. Soit on utilise la voix humaine ou encore la voix de synthèse. Voilà. Mais on va revenir un peu sur le modèle. Mais avant cela, le parcours aussi de Mme Siartiteka m'intéresse en tant que femme d'entreprise avec un parcours atypique. Elle est ce qu'on appelle une fonctionnaire de l'éducation nationale, tout comme vous l'avez été, tout comme moi je le suis actuellement. Elle a un niveau cadre, elle a fait des études de psychologie. Et comme beaucoup de Guadeloupéens, elle est revenue ici pour occuper un poste. Elle a passé son concours, elle a déjà été professeure des écoles et ensuite elle est devenue psychologue de l'éducation nationale pendant 10 ans. Et à un moment donné, elle va nous expliquer à quel moment elle a eu ce déclic. Elle a eu envie de montrer ce concept d'audiobook. Donc, elle est devenue, elle a été jusqu'au bout de son projet en étant éditrice de livres audiovisuels numériques, de livres audio numériques, pas encore visuels. Pas encore. Vous entendez ce que je vous dis? Pas encore visuel. De livres audio numériques et qui s'appelle, moi j'adore le nom de son application, Une voix, une histoire. Parce que là où c'est intéressant, c'est pour ça que je vous dis que on est dans les métiers d'avenir. Tout de suite, elle a compris, voilà, une voix, une histoire. Elle a créé une application. Ça veut dire que vous pouvez télécharger une voix, une histoire pour mettre sur votre téléphone. Et il faut savoir que l'audiobook, comparativement à ce que beaucoup de personnes pensent, s'adresse à tout un chacun, quelle que soit la catégorie. Ça peut être des personnes âgées qui, avec la vue qui baisse, n'arrivent plus à lire. Ça peut être aussi des personnes malvoyantes, mais c'est intéressant pour leur permettre de lire, des personnes dyslexiques, mais ça peut être aussi des enfants, des jeunes enfants, dans le cadre de l'éveil à la lecture, mais ça peut être vous aussi, oui, qui passez votre temps à lire en diagonale, qui êtes tout le temps sur les routes. Eh bien, donc vous pouvez prendre un audiobook. Chaque fois, vous prenez votre voiture pour écouter tranquillement et découvrir des livres que vous n'aurez pas le temps de faire comme vous et moi, très occupés. Alors moi, j'ai une question pour Mme Titeka. C'est, alors qu'elle est fonctionnaire, elle a monté son concept. Alors, j'ai oublié de dire qu'entre-temps, elle a fait une rupture conventionnelle. Oui, je suis plus fonctionnaire. Et elle a monté son entreprise. Elle n'est plus fonctionnaire de l'éducation nationale. Elle n'est plus. Elle est devenue chef d'entreprise. Ouais. Pourquoi, d'où lui est venue cette idée, alors qu'elle était psychologue de l'éducation nationale, de l'audiobook? Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Le concept, en fait, il naît de ma formation de base, que je suis donc psychologue. Et c'est vrai que je rencontre à une époque une personne âgée, une soixantaine d'années, âgée non, soixantaine d'années, qui vient me voir discrètement et qui me dit « Madame Siar, est-ce que vous seriez en mesure de m'apprendre à lire ?» 60 ans, je me dis, bon, la plasticité cérébrale n'est plus la même, ça risque d'être compliqué. On essaye quand même. Et puis je me pose la question de, mais est-ce que c'est parce qu'elle ne sait pas lire que je dois lui refuser l'accès au livre? Et là, oui, c'est-à-dire que, encore une fois, le livre doit être accessible à tous.
l'accès à la culture est un droit pour tous. Donc là, vraiment, se pose la question de mais qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui n'accèdent pas à la lecture? Est-ce qu'on reste entre lecteurs et puis on est dans un entre-soi de lecteurs et on s'amuse à lire entre nous? Ou est-ce qu'à un moment donné, on rend le livre accessible à tous? Et c'est de là que vient le concept donc d'une voix, une histoire. Se dire que, bon, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont moins? Alors, moi, ce qui m'intéresse, alors il faut savoir, Mme Titéka, que le monsieur ici présent, M. Sandronis, est très sceptique. D'accord. Alors, pour lui, c'est de la technique, il ne voit pas l'intérêt. Alors, moi, je peux vous poser la question, quel peut être l'intérêt? Alors, il faut savoir que quand l'audiobook est arrivé, il y a de cela un certain nombre d'années, il y a une levée de bouclier de la part du monde de l'édition et de la littérature, en disant c'est de la technique, ils vont nous concurrencer, les gens n'auront plus envie de livres. Et on voit, en fin de compte, c'est l'inverse, parce qu'ils vont jusqu'à vous solliciter. Exactement. Alors, pour les sceptiques, et j'en rencontre tout le temps, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui nous disent non, je vais rester sur le format papier. Je ne suis pas concurrente du format papier. On a annoncé, chaque année, on annonce la mort du livre, et chaque année, il y a de nouveaux auteurs, il y a de nouvelles parutions. Donc, ce n'est pas moi qui ferai que le livre papier disparaîtra. Par contre, on est complémentaires. J'aime à dire que le plaisir de lire, c'est avant tout le plaisir de l'écoute. C'est-à-dire que si à un moment donné, nous, lecteurs, nous sommes tombés dans le livre, c'est qu'on a pris plaisir à écouter des histoires. Et c'est ça, en fait, le livre audio. Le livre audio, c'est renouer déjà dans une tradition de l'oralité, même si l'écrit nous appartient, mais la tradition de l'oralité nous appartient. Et c'est redonner le goût du livre. Tout simplement, et les retours sont ceux-là, c'est-à-dire que je vais recevoir des messages d'auditeurs qui me diront Manick, on a acheté tel ouvrage audio, je suis allée acheter le livre papier. En plus, c'est une collaboration directe avec les maisons d'édition. Aujourd'hui, c'est pratiquement toutes les maisons d'édition de Guadeloupe qui travaillent avec nous. On travaille également avec Hachette. Hachette, les 3 plus grandes maisons d'édition du monde, dont Hachette fait partie. Hachette travaille avec nous. Écriture, l'Harmattan. Voilà, c'est pas rien. Ça montre bien que c'est un format qui trouve son public. Parce qu'il y a un public aussi, audio, et un public papier, qui n'est parfois pas du tout le même. Mais il trouve son intérêt parce que l'entrée dans la lecture donc, se fait par l'audio. Aujourd'hui, on a de moins en moins de temps. On est, comme tu le disais tout à l'heure, je me permets de tutoyer. Quand on est en voiture, on est plus souvent en voiture et dans les embouteillages. Ça permet, au-delà d'écouter la radio, de se dire qu'on va pouvoir écouter un livre, prendre le temps d'écouter un livre. Et on est dedans, c'est-à-dire qu'on n'est pas en décalage par rapport à celui qui serait tout le temps dans le livre papier. Et c'est ça, en fait, le bénéfice, en tout cas, du livre audio, et surtout chez les enfants. C'est aussi, parce que je suis psychologue, c'est pas pour rien que je le fais, c'est aussi permettre à l'enfant de rester concentré sur un temps d'écoute. On a de plus en plus des enfants qui décrochent à l'école parce qu'ils n'écoutent pas, ils sont moins attentifs, etc. Parce que justement, ils sont beaucoup plus souvent sur les écrans, donc où il faut passer. Alors que là, l'audio permet de retenir l'attention, d'être attentif à mémoriser du vocabulaire. Donc ce sont tous ces bénéfices-là qui sont en tout cas dans le livre audio actuellement. Alors, il y a aussi un autre argument que j'ai retrouvé dans plusieurs études qui ont été menées, c'est que certains éditeurs qui ont sorti des livres qui ne se vendent pas beaucoup font de plus en plus appel à des structures telles que la vôtre pour pouvoir essayer, par l'audio, de récupérer des lecteurs qui, naturellement, n'auront pas et qui les amener au livre papier. Ce qu'on a constaté, ils ont dit que, donc toutes les études s'accordent à dire que plus de 70% des personnes qui passent par le livre audio achètent le livre papier. Alors, il faut même aller plus loin dans les études. La France est très en retard sur le livre audio. C'est-à-dire que, par exemple, en Italie, c'est 1 livre sur 2 qui est édité qui sort en livre audio. C'est devenu c'est quasi systématique dans d'autres pays. C'est la France qui est très, très en retard sur ça. Et alors, d'autant plus, particulièrement ma maison d'édition, où je me suis attachée
à la littérature caribéenne, bien souvent dans les rayons dites littérature étrangère, mais j'aime bien parler de littérature caribéenne, parce qu'elle est caribéenne. Et c'était la seule niche, en tout cas, qui n'avait pas été exploitée. C'est-à-dire que nous étions inexistants au numérique. Toutes les autres écritures étaient, tous les autres genres y étaient, sauf la nôtre. À un moment donné, on se dit, OK, c'est pour des personnes effectivement en situation de handicap ou tout public, mais nos auteurs aussi ont besoin de cette visibilité-là. C'est-à-dire leur permettre également de se dire que, voilà, on dépasse la frontière. Au-delà du livre papier, eh ben, je suis beaucoup plus facilement distribuée parce que le numérique, ben, il n'a pas de frontières. Donc, j'espère que tous ces arguments ont réussi à vous convaincre pour tester le livre audio. Parce que c'était ça l'enjeu, qu'on vous offre un livre audio, que vous preniez le temps de l'écouter et à la prochaine chronique, vous nous donniez notre avis. Mais j'ai invité aussi cette jeune dame pour son esprit entrepreneurial. Vous avez entendu sa stratégie, puisqu'elle est cadre de l'éducation nationale. C'est une jeune maman qui décide à un moment donné dans sa vie, et on voit de plus en plus de cette tendance, de pouvoir faire quelque chose qui lui plaît. Et moi, j'aimerais savoir, cette rupture, comment ça se passe? Surtout que vous avez un enfant bas âge. J'en ai 2. Voilà. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une question de choix. Hein. C'est-à-dire que est-ce que je reste dans un système où finalement je ne vois pas ce que je fais, ce que j'apporte, puisqu'on connaît tous hein, la machine éducation nationale et aujourd'hui comment elle peut malmener nos enfants. Est-ce qu'on continue à participer à ça ou est-ce qu'on sort? Donc j'ai d'abord fait le choix du mi-temps pour bien voir où j'allais. Et ensuite, la rupture conventionnelle. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me demande souvent, tu ne regrettes pas, etc. Je vis maintenant. Là, j'ai vraiment la sensation de vivre actuellement. Alors oui, je n'ai pas de salaire qui tombe à la fin du mois, je ne me paye pas encore, mais c'est le plaisir de faire quelque chose que j'apprécie. Donc à ce moment-là, il y a plus de... La contrainte n'est pas la même. J'ai ma propre pression que j'exerce sur moi-même, mais je n'ai plus la pression d'autres personnes. Et ça, c'était important pour moi. Et moi, ce que j'aime dans ce concept, et pourquoi je dis que... Alors, elle est pionnière, et tant mieux, c'est innovant. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que dans ces métiers d'avenir, en termes de potentiel de développement économique, c'est très intéressant. Et vous avez déjà des pistes de développement que vous exploitez et d'autres que vous allez mettre en place. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Une Voix, une Histoire, c'est la première maison d'édition sur toute la zone Caraïbe. Voilà, la réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune île anglophone qui le fait, il n'y a aucune île hispanophone. Il faut savoir que Cuba... alors, ce qui est bien, c'est dans les métiers automatiques, lorsqu'on va visiter des usines à cigares, on a toujours quelqu'un, un employé, qui est là pour lire le journal. Cuba est très novateur, en tout cas. Mais il n'y a pas de livre audio. Donc, Une Voix, une Histoire en Guadeloupe est la première maison d'édition sur le bassin caribéen. Donc, on travaille avec des auteurs de Sainte-Lucie, de la Dominique, de Trinidad, donc des îles anglophones, mais pas que. Puisque l'année dernière, nous sommes partis au Salon international du livre d'Abidjan, et on a une photo là, et nous y retournons encore cette année, et nous avons signé un partenariat avec la Côte d'Ivoire et également le Kinshasa pour mettre en voix leur littérature. Parce qu'au-delà de la littérature caribéenne, on sent bien que c'était la littérature noire qui n'était pas visible au niveau numérique. Et c'était important d'avoir... Audible. Qui n'était pas visible. Audible. Audible, je ne vais pas trop utiliser ce mot-là parce que ça existe. C'est une autre maison d'édition. Mais oui, c'était la seule en tout cas que... Alors un dernier point, moi j'aimerais qu'elle l'aborde, et c'est là que je parle de potentiel développement, c'est aussi sur la partie visuelle. Tout à fait. Alors, et ce sont mes valeurs, hein, c'est-à-dire que lorsque je parle d'accès aux livres pour tout public, il y a un autre public, c'est les malentendants. Et on travaille actuellement sur un autre concept qui s'appelle Un signe, une histoire, où nous mettons les contes de chez nous en langue des signes, afin qu'ils soient accessibles à tous. Et en visuel. En visuel, oui. Là, on est obligé de passer par le format visuel. C'était un de nos grands challenges. Je ne le cache pas, hein, j'ai mon frère moi-même qui est sourd. Et c'est vrai qu'à un moment... C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on se pose des questions...
le livre, il est pour qui? Est-ce que c'est réellement pour les lecteurs? Et on voit, ce ne sont pas forcément les lecteurs qui vont en librairie, qui vont acheter. Voilà, on a du mal. Donc, pour qui on le fait? Est-ce qu'on continue à être dans un entre-soi ou est-ce qu'on ouvre le livre à d'autres? Et le mettre en langue des signes, c'était vraiment le gros challenge. Et j'espère vous inviter en tout cas, et j'espère vous voir quand le premier volet sortira pour la projection de ce livre en langue des signes. D'accord, on prend note. Donc et déjà, on accepte l'invitation. l'application de votre petit téléphone avec la petite pomme. Oui. Une voix, une histoire. Vous téléchargez, vous faites l'essai et on en reparle. Pomme ou pas pomme, hein, elle est sur les deux. Les deux. Bien, ben, merci Madame Titeka Siao. Non, c'est non, Siao. C'est l'inverse. Siao Titeka. Bien, ben, on attendra la sortie de ce premier ouvrage de signes. Et visuel. Voilà, il est exactement 12h25. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Elisita Lou et Philippe Choulette. On parlera de café et d'indianité dans un instant. Voilà, il est 13h33. Dans la demi-heure question, on va recevoir M. Philippe Choulette. Bonjour. Bonjour. C'est le fils, hein, pas le père. Oui, il y a deux Philippe Choulette. Et M. Elisita Lou, bonjour. Bonjour. Président de l'association culturelle guadeloupéenne des Amis de l'Inde et lui président de la structure Café Choulette. Avant, juste un petit tour sur l'actualité. Le salon gastronomique des Outre-mer a été annulé. Et bien évidemment, ça ne fait pas, ça fait du bruit. On regarde. Outre-mer News en compagnie de Babette de Rosière, la fondatrice du Salon de la Gastronomie. La 8e édition devait avoir lieu 27, 28, 29 janvier. Annulée. Et Babette de Rosière va nous dire les causes de cette annulation. Je suppose qu'elle doit être triste de ne pas avoir ce salon, 8e édition 2023. Que s'est-il passé, Babette? Ben, triste, oui. Je suis triste pour mes exposants, pour mes visiteurs, pour les partenaires, pour toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ce salon. C'est vrai, parce que le Salon de la Gastronomie des Outre-mer, c'est devenu une institution. C'est vraiment un salon emblématique qui, justement, met en valeur tout ce que nous faisons en Outre-mer. Et je me suis battue pour faire ce salon, donc tu dois le savoir. C'est un salon qui n'a pas été facile à créer. Je me souviens quand j'avais été voir M. Le Foll pour lui dire que j'ai une idée, j'ai envie de faire un salon de la gastronomie. Tout de suite, il m'a dit, il faut le faire. Deuxième personne où j'ai été vraiment frappée à la porte, Madame Hidalgo, elle m'a dit, Babette, je te suis à 100%. C'est avec ces deux personnes-là, j'ai dit, voilà, eh ben, je vais foncer. On a commencé un petit salon avec 60 exposants sur une toute petite surface. Et maintenant, à la 8e édition, on se retrouve avec un salon emblématique. Oui, ce salon, je l'ai annulé volontairement parce que moi, je ne conçois pas que j'occupe le hall 5.1 depuis 7 ans. Chaque année, dès que le salon se termine, au mois de février, je vois Viparis et je réserve déjà mon salon puisque je l'annonce à la clôture, que les prochaines dates, etc. Donc je réserve mon hall très tôt à l'avance, 1 an à l'avance. Et le 17 novembre 2022, je reçois un mail d'une jeune fille qui m'apprend que mon hall sera à la vente, sera remis à la vente. Alors je dis à mon mari, je ne prends même pas la peine de discuter. À partir du moment qu'on m'envoie ça, c'est qu'on se fout de ma gueule. Donc je vais annuler le salon et je vais demander qu'on m'indemnise. Parce que ou alors, peut-être, c'est une manœuvre de nous faire comprendre qu'on est devenu encombrant. Ils ne peuvent plus supporter peut-être la population ultramarine. Moi, je mets dans ma tête n'importe quoi. Je me dis, pourquoi une annonce aussi brutale? Qu'est-ce que les ultramarins n'ont pas fait ou qu'est-ce que les ultramarins ont fait? Donc je dis voilà, donc je préfère prendre mon temps, chercher un endroit, parce qu'on ne peut pas trouver un endroit comme ça du jour au lendemain. Ce ne sera pas la porte de Versailles. Donc, voilà. On ne sait jamais. Mais avant d'annoncer quelque chose, il faut être sûr de ce que l'on dit. Donc c'est pour ça que j'ai pris du temps. Mais maintenant, je sais que j'ai trouvé l'endroit. Je sais que le salon se fera. Je sais qu'on sera là, bien debout. Et nous, il faut un bel salon en 2023. Voilà. Au salon, il y avait un général du Café Choulette? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas distribué sur Métropole à ce jour. Ah bon? Comment ça se Mais fait? ça viendra. Ça viendra? L'année 2023, il y a eu de changement. Alors, je vous ai invité, Philippe Choulette, parce qu'effectivement, vous avez subi Fiona vraiment de plein fouet. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que par rapport à la situation de la rivière aux vieux habitants, comment ça se fait qu'il y ait autant de dégâts? La rivière, c'est un événement exceptionnel. Je sais par les gens de l'ADL que la rivière est montée de 7 mètres. De 7 mètres? 7 mètres. Ouais. Il y a un radar sous le pont et ils ont mesuré 7 mètres de haut et ils ont mesuré 100 mètres cubes secondes.
Oui, d'accord. Ouais. Donc, oui. Voilà. Ouais. Donc, ça fait sauter l'enrochement et l'eau est rentrée. Il y a eu jusqu'à 1,40 m d'eau dans l'extérieur. Et vous avez tout perdu, point de vue machine, je parle. Toutes les machines sont tombées en panne. On a pu récupérer un torréfacteur, une des 2 emballeuses, et le reste est en train d'être approvisionné et réparé. Oui. Bon, quand même, vous avez pris des choses à la main, comme on dit. On a pris ça bras le corps. Même. Un mois après, l'usine était propre. Oui. On avait nettoyé les jardins, enlevé 100 camions de terre, de boue et tout sur le reste. On n'a pas redémarré l'activité là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le café, parce que j'avais dit que le café serait là pour Noël. Oui. Il était là pour Noël. Eh bien, il était là pour Noël, mais il est aujourd'hui fabriqué au Havre. Oui. Torréfié au Havre, parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé une machine qui était compatible avec la nôtre pour faire nos emballages. Et j'espère, parce que lundi arrive l'Italien pour mettre en route la nouvelle ligne de production, parce qu'elle est posée au bureau, mais elle est posée là, mais elle n'est pas encore en fonction. Et lundi, on va commencer à la mettre en route et j'espère dans un mois que la production en Guadeloupe va redémarrer. Et vous allez rester au même endroit, sur le même site? Alors, à Vieux-Habitants, oui. Au Bouchu, oui, mais sur le terrain d'en face. Ah, juste en face. C'est-à-dire qu'on va construire, j'espère, profiter des fonds européens cette année de lancer la construction d'une ville neuve. Fort, on ne sera pas content. Hein? Je dis ça fort parce que s'il faudra, quand j'aurai besoin de l'aide de tout le monde. Alors, le ministre délégué, puisque c'est Carinco, c'est le ministre délégué, nous a dit qu'il ferait le maximum pour soutenir ça. Nos élus m'ont promis la même chose. Donc je vais leur rappeler juste qu'ils m'ont promis beaucoup de choses. Alors, une autre chose, comment se porte le café guadeloupéen d'une manière générale? On entend café guadeloupéen, café fait en Guadeloupe et café produit en Guadeloupe et café planté en Guadeloupe. Ni 3 catégories. Alors, on va parler du café torréfié en Guadeloupe. Oui. Celui-là, donc, c'est par tous les torréfacteurs que vous connaissez. Oui. Donc, on est 4 en Guadeloupe à faire ça. Celui-là, on représente à peu près 60% de la consommation de la Guadeloupe. Le reste, c'est du café importé, purement, dominé par les capsules. Le café planté, par contre, est torréfié, traité en Guadeloupe. Le bonifieur de Guadeloupe, là, on n'est plus que 3 producteurs. Vous pouvez donner leur nom, hein, c'est La Rivelière, Vanibel, j'ai oublié 4. Étienne Crane et moi. Étienne Crane, oui. Étienne Crane, c'est le plus gros, il ne faut pas oublier Étienne. C'est un des premiers à l'époque, non? C'est le seul qui a une plantation irriguée. Oui. Donc, c'était l'un des premiers à vouloir relancer le café. Ouais. Et donc, on est 4 sur ce marché-là. Un site exceptionnel. Oui. Ouais, c'est joli. Et puis, Étienne est un homme extraordinaire. Donc, oui, pour ça, vraiment incroyable. Un développeur. Oui. Donc, aujourd'hui, notre production est ridicule, je considère, parce qu'on ne fait pas les 15 tonnes de café en Guadeloupe. La consommation de la Guadeloupe, c'est à peu près 1500 tonnes de café. Et on produit à peine 15 tonnes? On ne produit pas 15 tonnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai invité, de savoir un peu pourquoi le café guadeloupéen est en train de disparaître. Le café produit en Guadeloupe. Parce que, M. Citalou pourra nous la même chose, parce que je pense que tout le monde s'est détourné du monde agricole. On a considéré que travailler la terre était une tare ou je ne sais pas quoi. Et on a oublié toutes ces cultures-là. On a oublié qu'on avait des produits exceptionnels, le café, le cacao, la vanille, le poivre, j'oublie plein de choses, l'indigo, on a oublié tout ça. Oui. Et on a oublié que la terre, que j'aime dire le jardin créole, a fait ce que nous sommes tous aujourd'hui guadeloupéens. C'est-à-dire que c'est elle qui a payé nos études. Hein. Et puis, petit à petit, on est tous devenus fonctionnaires, on a tous mis des manches longues dans un bureau climatisé, et on a oublié qu'il fallait travailler la terre. On a des richesses. Et c'est fini, on ne peut plus y revenir parce que je suis allé à la Grande Rivière. J'ai vu des caféiers tout au long, au fond, à droite, là, des 2 côtés, mais qui ne servent à rien. L'année que je suis un battant, j'ai décidé que cette année, on allait replanter du café. Je suis en train de racheter des terres et on va replanter du café. On ne peut pas laisser aujourd'hui... Alors, je ne dis pas que le café de Guadeloupe... Ça bougeonne pas à Grande Rivière, ça bougeonne de Port, excusez-moi. Je ne dis pas que le café de bonifieur de Guadeloupe va être pour les Guadeloupéens, pour nourrir les Guadeloupéens. Oui. Mais il va pouvoir sortir au moins de l'argent pour faire vivre les Guadeloupéens. D'accord. Le café de La Réunion, pour parler de celui-là, Bourbon Pointu, c'est 2 tonnes de café vendu 500 € le kilo. Ah ben, comme il paraît que nous sommes l'un des meilleurs cafés au monde, j'espère que le nôtre sera vendu quand il sera torréfié, trié et tout le reste, plus de 500 € le kilo.
Dans un reportage que je suis allé faire à Vieux Habitants, l'un de vos concurrents m'a dit que des Japonais et des Anglais venaient en Guadeloupe acheter du café pour revendre chez eux. Oui, effectivement, on a une demande par les Anglais, par les Japonais. Moi, je refuse de leur vendre aujourd'hui. Ah bon, pour une raison très... Pourquoi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, je préfère garder sur les 4 ou 500 kilos qu'on peut leur donner, je préfère garder les torréfier chez moi et les vendre aux touristes qui viennent et faire la marge chez moi, alors que ce soit les Japonais ou les Anglais qui fassent la marge. Ouais. Et le café, c'est a une valeur ajoutée quand même. Le café, c'est un produit de qualité de haut niveau aujourd'hui. C'est un produit de très haute valeur ajoutée. Alors, pour donner un chiffre, hein, un café du Brésil, ça coûte 2 € du kilo ou 3 € du kilo. Ouais. Un café de Guadeloupe, je parle d'un café vert prêt à torréfier. Un café de Guadeloupe, on est plus près de 30 € du kilo que de 2 €. Dernière chose, est-ce que ce que vous dites là sur le café, nos politiques en ont pris conscience depuis quelque temps? Parce qu'il y a l'économie bleue, l'économie verte, mais je ne sais pas si l'économie verte... Je parle vrai. Oui. Je crois qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je crois, ou alors qu'ils n'ont pas pris conscience. On va revenir vers vous tout à l'heure. Je vais retourner vers M. Chitalou, qui est là en tant que président de l'association des amis Guadeloupéens des Amis de l'Aisne, mais qui est aussi à Iguavi. Sur la question du café, quelque chose à ajouter? C'est un super produit. Je crois que moi j'ai découvert comment effectivement consommer le café dans les années 80, quand j'ai commencé à travailler avec un producteur de la région, un éleveur de la région de Trois-Rivières. Oui. Je trouve que c'est l'un des produits exceptionnels que nous avons ici, comme le miel, comme d'autres produits comme ça. Et nous devons nous battre pour le développer et permettre effectivement que ces produits-là puissent produire de la richesse pour la Guadeloupe, des richesses. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vous dis ça à vous deux, on nous dit on a un bon miel, on a un bon café, on a une bonne cuisine, on a de belles plages. Enfin, nous dit tout ça il faut, mais qu'est-ce qui manque alors? Qu'est-ce qui manque? Je suis sur le point de partir à la retraite également. Je décroche cette année, après avoir bossé pendant une quarantaine d'années. Alors moi, c'est pas la retraite à 64 ans, mais à 66 ans. 66 ans, oui. Je trouve qu'il nous faut effectivement des bonnes personnes aux bonnes places. Notre problème, ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'idées. Ce n'est pas un problème, effectivement, de process ou de choses comme ça. Nous sommes des Iliens, donc nous voyageons, nous nous déplaçons beaucoup. Donc nous savons trouver des modèles, trouver des techniques ailleurs. Ce qui nous manque, effectivement, c'est notre volonté d'abord une volonté de réussir, un engagement très fort, et surtout une volonté de réussir ensemble. On a des réussites individuelles, plein en Guadeloupe. Mais à quel moment on décide de développer le pays Guadeloupe? Oui, il faut des réussites individuelles pour faire des réussites collectives. Mais quelle est la démarche? Quel est le point final là où on veut aller? C'est ça qui nous manque. Et des hommes, effectivement, versés dans ces choses-là. Des militants. Des passionnés. Oui, comme M. Cholette, par exemple. Oui. Il est passionné, ça a été transmis. Mais ce sont des passionnés. Oui. Les gens qui sont dans les produits de la terre sont des passionnés parce que c'est pas là où tu vas gagner de l'argent. S'il ne met pas de la plus-value, ce n'est pas la production des cerises simplement qu'il va, même si on passe de 2 € du café brésilien à 30 €, il a dit à peu près, il faut mettre de la plus-value, il faut transformer le produit, il faut qu'on aille vers plus de transformation. Et c'est ce qui nous manque, quoi. Et pourquoi? Oui, vous avez dit... Mais, par exemple, pour revenir dans le monde du café, moi je milite pour qu'on ne fasse pas une coopérative du café en Guadeloupe. Ah bon? Oui, parce que je prends un exemple très simple. Quand vous rentrez dans un supermarché, que vous rentrez dans le rayon des vins, il y a le vin de Bordeaux. La bouteille de Bordeaux, elles sont toutes identiques. Ouais. Mais chaque étiquette est différente, a une appellation différente. D'accord. Et chaque étiquette fait qu'on monte le prix parce que chacun va travailler pour avoir le meilleur produit. Tout à fait. Mon rêve, c'est qu'on ait un emballage Guadeloupe et qu'on ait 20, 30 étiquettes de planteurs de Guadeloupéens qui ont mis leur sang, leur tripes et qui ont fait leur produit d'exception. Mais on peut en faire effectivement, on peut mettre en œuvre une dynamique interprofessionnelle. Voilà. Parce qu'on a toutes les professions qui sont réunies, tous les métiers du café. On a des producteurs, on a des transformateurs, on a des distributeurs, donc on a les principaux métiers effectivement qui sont là. On peut aller vers une démarche donc interprofessionnelle qui permettrait donc de pousser sur la communication et de tirer le café vers le haut. L'autre question, c'est la question de la vanille. La vanille pratiquement disparue en Guadeloupe. Enfin, sauf à Sainte-Rose, on m'a dit, il y a quelqu'un qui a gagné il y a 2 ans un prix au Salon de l'Agriculture. La médaille d'or. Oui. Médaille d'or. Ça prouve aussi que la vanille guadeloupéenne était de qualité.
Ou est de qualité? La vanille de Guadeloupe est de qualité, sous contrôle de Stabilo, elle est de qualité, elle a le taux de vanilline le plus élevé du monde. Elle est reconnue, la scarification, la façon dont on la prépare en Guadeloupe, c'est quasiment unique au monde, parce qu'on est quasiment les seuls à faire ça. Et juste un chiffre, 1960, on exporte 30 tonnes de vanille. Une gousse de vanille, c'est 1,5 gramme. 1960? Oui. Et aujourd'hui? 100 kilos. Ouais. À Iguavi, on n'a jamais parlé de cette question, la question de relancer la vanille. On est sur comment dire, sur les filières animales, mais ça ne nous empêche pas donc de penser à l'approvisionnement de la Guadeloupe. Notre métier, c'est l'approvisionnement, effectivement, du marché intérieur. Donc voilà. Et il y a des produits pour lesquels, par exemple, le miel pourrait avoir des débouchés donc à l'export. Comme on a des produits, on a des sols exceptionnels avec le melon, avec d'autres produits comme ça. Parce que si on veut produire de la richesse, ramener de la richesse en Guadeloupe, il faut qu'on arrive à produire des produits donc de qualité et une qualité que des personnes extérieures seraient prêtes à payer très cher. Alors, vous êtes là aussi pour parler un petit peu de l'indianité, puisqu'on vous connaît aussi. Vous avez pris la présidence, depuis quelques mois, la présidence de l'association guadeloupéenne des Amis de laine culturelle. Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui a déjà changé? Alors, d'abord, avant de parler de changement, je voudrais quand même dire un mot. Il y a eu une équipe, effectivement, avant mon arrivée, donc une équipe aux Amis de laine, qui a été présidée par Élisée Sitcharn. Ils ont, c'est une association qui a 52 ans cette année, ils ont pendant la mandature d'Élisée, c'était une mandature longue, 33 ans, défendu effectivement cette culture-là. Ils se sont battus pour faire en sorte que cette culture-là existe en Guadeloupe. Ma démarche, effectivement, donc, de vouloir présider l'association des Amis de laine, c'était pour apporter quelques changements. Je pense que le Guadeloupéen, d'une façon générale, sait qu'il y a une culture d'origine indienne en Guadeloupe. Le plan national guadeloupéen, on le oui, connaît. mais au-delà de ça, mais c'est important de le dire. Non, c'est bien de le rappeler, mais je veux dire, au-delà de ça, aujourd'hui, je pense que l'étape dans laquelle, la démarche qu'on va engager avec l'équipe en place, ce n'est plus de dire que la culture indienne est une culture guadeloupéenne. C'est de faire en sorte que les Guadeloupéens pratiquent cette culture indienne, quelle que soit leur origine. Il y a un changement important. On va plus, oui, on va le faire parce qu'il y a des écoles qui viennent visiter, il y a des structures qui demandent des manifestations, etc., etc. On le fera. Mais ce qui va être important, c'est qu'on va pouvoir déplacer cette culture-là à travers toute la Guadeloupe. Nous sommes en discussion avec des municipalités. L'idée, c'est plutôt que de faire la fête anniversaire de l'association, de faire la Diwali ou de faire, etc., c'est de faire dans chaque ville de Guadeloupe une journée, arrêter une journée basée sur la culture indienne. Alors, nous avons déjà rencontré la ville de Port-Louis. Nous sommes en discussion avec la ville de Sainte-Anne. Nous allons rencontrer bientôt donc des personnes sur Saint-François, sur Petit-Bourg et ailleurs. On envisage effectivement, alors comme M. Cholet est de Vieux Habitants, sur Vieux Habitants, avec des associations de Vieux Habitants et la municipalité, on va initier effectivement des stages de cuisine. Parce que c'est également ça la culture. Donc les changements vont être là. Vont venir donc par ce biais-là. Alors, il ne s'agit pas de demander à des personnes de venir dans une salle pour découvrir exceptionnellement un élément culturel, mais c'est d'emmener donc le Guadeloupéen, quelle que soit son origine, à participer, à vivre la culture indienne. Et là, je ne parle pas exclusivement de spiritualité, de religion, de choses comme ça. Non, les éléments du quotidien, les éléments donc liés donc aux vêtements, à la cuisine, qui sont donc des éléments très basiques pour nous. C'est ça. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le Colombo est le plat national guadeloupéen, mais il n'y a pas que le Colombo. Il y a effectivement des recettes de survie à base il y a quelques années, les gens ont découvert le moringa, mais moi j'ai grandi avec le moringa, qu'on n'appelle pas moringa du reste. Bon, alors, il nous faut effectivement passer ces éléments-là dans la culture. Si nous voulons que cette culture guadeloupéenne perdure, se pérennise, il faut que la population puisse
la vivre au quotidien, quoi. Et je dis ça souvent, j'ai un ami que je salue ici, M. Goupi, que vous connaissez bien. Oui. On avait fait un petit travail sur la langue créole, et dans la langue créole, il y a plein de mots d'origine indienne que les Guadeloupéens ne savent même pas. On ne le sait pas, on ne le dit pas suffisamment. Et en plus, le plus, ça c'est quand on fait des recherches sur le créole, la population d'origine indienne qui est en Guadeloupe a contribué sérieusement à la sauvegarde et au développement du créole. Enfin, tout le monde sait ça. Parce c'était la langue effectivement d'échange entre eux parce qu'ils venaient de régions différentes de l'Aisne. Oui. Mais on est au moment donc de l'abolition de l'esclavage et de la socialisation donc des nouveaux libres, donc des anciens esclaves. Et la seule voie qu'ils avaient, c'était donc l'école. Oui. Et à l'école, effectivement, on parlait français. Ouais. Et dans les familles également, jusqu'aux années 70-80, dans les familles, il fallait parler créole. Oui. Et parler français. Et donc, les seuls qui parlaient créole, ce sont des personnes d'origine indienne. Quoi. Et on voit d'ailleurs la différence, parce qu'entre la Guadeloupe et la Martinique, où le créole, je ne vais pas dire ça, sont nouveaux en Martinique, et je connais bien, n'a pas la même force qu'en Guadeloupe. Ouais. Et pourquoi? Parce que la population indienne en Martinique est beaucoup plus résiduelle qu'en Guadeloupe. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question à vous deux. Est-ce que le vivre ensemble aujourd'hui, parce que bon, j'ai connu une époque où les Indiens ont été derniers cacachiens, comme il va dire, est-ce qu'aujourd'hui, ça a évolué? Est-ce que vous sentez ça? Alors, ça a considérablement évolué et je suis extrêmement fier. Et quand je dis ça, j'ai quelques frissons dans le dos parce que je suis fier d'être Guadeloupéen quand je vois le résultat. Avec nos métiers, nous avons la chance effectivement de nous déplacer donc à travers d'autres territoires. Cette situation-là, il n'y a qu'en Guadeloupe qu'on la trouve. À Trinidad, à 2 pas, les gens s'entretuent. On ne peut pas sortir seul. Au Suriname, en Jamaïque, et même en Inde. Effectivement, à La Réunion, qui est présentée comme le modèle. J'ai énormément d'amis réunionnais, mais chez les petits blancs de La Réunion, parce que j'ai trouvé que La Réunion, c'est très sectaire. Ils ont un discours qui est rodé. Un discours, alors ce n'est pas une critique contre les Réunionnais, mais c'est le constat que je fais. J'ai dû aller facilement 12 ou 15 fois à La Réunion, donc j'ai passé du temps, etc. Eh bien, ils font du business toute la journée ensemble. Ouais. Ils ont un discours rodé, et à la fermeture des bureaux, chacun est dans son casier. Ouais. Moi, en tant que personne d'origine, effectivement, du nord de l'Aisne, mes grands-parents étaient originaires du nord de l'Aisne, je n'ai pas été reçu par les Malbars. Ah bon? Parce que je suis effectivement Hindoustani Patamoul. Alors, c'est un peu comme ça. Et donc, la Guadeloupe a évolué considérablement. Moi, j'ai connu le racisme quand j'étais gamin. Je suis arrivé à Bémao, j'avais 6 ans. Et donc, mais ça, donc on est dans une situation, effectivement, qui est totalement différente. Et l'un des grands changements, effectivement, avec l'équipe actuelle qu'on va apporter, c'est travailler sur ce bien vivre ensemble, ce bon vivre ensemble. Et nous allons développer des programmes pour la Guadeloupe. Donc les activités que nous allons proposer, celles avec les communes, ne sont pas des activités destinées à des personnes d'origine indienne. Oui. Il y aura d'autres programmes. Oui. On va donc par exemple au centre culturel de Petit Canal, on va mettre en place, nous sommes dans la discussion avec les animateurs, on va mettre en place une université populaire pour que les gens comprennent ce que c'est de façon populaire, ce que c'est que la culture indienne. Là, ils auront un drapeau, effectivement, quelque part dans la campagne. À quoi ça sert? Comment on arrive à cuisiner le moringa? Comment on arrive effectivement à porter des vêtements? Pourquoi on devrait porter des vêtements comme ça dans un pays chaud comme nous, etc., etc. Donc, c'est véritablement des actions qui vont aller dans le sens, effectivement, du partage et de la convivialité. Et nous allons, l'une des prochaines actions que nous envisageons, que nous allons mettre en place avec d'autres associations, l'association des candidats de Guadeloupe et le CIPN, nous allons fêter ensemble la journée de la Terre. Alors bien sûr pour des raisons d'environnement, d'écologie, etc. Mais pour rappeler aux gens qui habitent, aux personnes qui habitent en Guadeloupe, eh bien que la Guadeloupe est notre terre et que nous devons la protéger, etc., etc. Il va y avoir un certain nombre d'événements. Ça va être le jour de la Terre, donc au mois d'avril. Monsieur, sur le tomat de finir là, quand vous entendez ça, vous dites quoi?
ça fait complètement écho à tout ce qu'on connaît. Et puis, bon, on est des gens de la Côte-sous-le-Vent. Donc, Oui. Côte-sous-le-Vent, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà, messieurs, merci en tout cas d'être venus. Je rappelle qu'en début du journal, on a reçu, comme d'habitude, le samedi et le vendredi, Jacques Davila, il m'a organisé sur les problèmes de l'eau en toute sauce. Daniel Lozio était aussi notre invité. Il a parlé de la mort de Paco Rabanne, puisque vous le savez, en 1978, Paco Rabanne a fait, effectivement, a produit un premier disque guadeloupéen de Toum Black. Et donc, Daniel Lozio était avec Marcel Muania, les auteurs de ce disque-là. On a reçu Marilène Ferdi et Madame Manik Siartiteka, qui est une éditrice de livres audio, Une voix, une histoire. Et puis on vient de terminer avec Elicita Lou et Philippe Choulette. Pas de dernière fois, Zovine. Parce que nous, l'autre bitin dit. Et j'espère que le café Choulette, eh bien, le vrai café Choulette, nous va y trouver bientôt. Oui, oui, bientôt. Bientôt. Voilà, merci en tout cas. Il est 14h pratiquement. On se retrouve lundi pour la prochaine édition du ZCL News. Bon week-end à tout le monde. Et la réalisation était assurée par Jordan avec ses deux assistantes, Tijuana qui est là, Njoana qui est là, et Tadina. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end.